Bonsoir, mon nom est Stéphanie Gamache, conseillère aux familles et responsable de l'administration pour la maison Gamache et Nadeau. Mon grand-père Claude, mon père François et moi-même sommes très fiers de supporter la télévision communautaire des Appalaches dans la présentation de cette série d'émissions portant sur l'art, la culture et le patrimoine. C'est pour nous une façon de contribuer à la promotion des talents de notre communauté, ainsi qu'à la conservation et à la diffusion de notre histoire locale. À tous et à toutes, bonne émission. Bonjour et bienvenue à cette émission sur Art, culture et patrimoine dédiée à la Première Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, je me trouve à la Station des Arts de Thetford Mines où il y avait lieu du 30 octobre au 30 novembre 2014 l'exposition sur le centenaire de la Première Guerre mondiale en collaboration avec la ville de Thetford Mines et le centre d'archives de la région de Thetford. Donc l'exposition où je me trouve ici aujourd'hui a permis de regrouper plusieurs objets en lien avec cette guerre puisque 2014 soulignait le centenaire de la Première Guerre mondiale. En effet, c'est le 24 juin 1914 que l'archiduc d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand, est assassiné ainsi que sa femme Sophie, donc en territoire bosniaque, par un jeune Serbe du nom de Gavrilo Princip. Mais pourquoi l'assassinat d'un seul homme a-t-il entraîné la mort de 8 millions d'autres et plus de 20 millions de blessés? En fait, il est impossible de trouver une seule et unique raison à ce conflit, mais on va s'attarder surtout au système des alliances. En fait, l'assassinat de François Ferdinand, l'archiduc, va être une occasion pour plusieurs pays, plusieurs belligérants, de régler de vieux conflits. Pour la France, il y a une certaine amertume qui date de 1871, où Otto von Bismarck avait réussi à créer, en fait, à regrouper tous les petits États pour créer l'Empire allemand. De ce conflit et de cette puissance, en fait, l'Allemagne va soutirer les provinces de l'Alsace et de la Lorraine à la France, et la France va garder cette amertume face à cette grande puissance qui devient l'Allemagne. Du côté britannique, c'est plutôt une espèce d'isolement qu'on voit. Donc, les Britanniques vont s'isoler sur leur île, prôner une économie de fermeture, une politique de fermeture, et vont laisser le pays, en fait, je dirais plutôt le continent européen, se gérer de lui-même. Et un petit peu une crainte qui commence à s'établir à Londres, c'est que l'Allemagne devient de plus en plus puissante et craint que la France devienne menacée, et en menaçant l'Europe, la Grande-Bretagne pourrait le devenir ainsi. Il faut savoir que dès la fin des années 1800, l'Allemagne avait signé une alliance avec l'Autriche-Hongrie et l'Italie, ce qu'on appellera la Triple Alliance. Alors, on se retrouve devant une alliance assez importante et au début des années 1900, pour contrer cette alliance, la Grande-Bretagne et la France vont signer ce qu'on appelle l'entente cordiale autour de 1904 dans le but justement de contrebalancer ce poids. Mais de peur que l'Allemagne s'allie à la Russie, la Grande-Bretagne et la France vont régler des conflits avec la Russie parce qu'il faut savoir que le roi George V d'Angleterre est le cousin propre du tsar Nicolas II de Russie. Donc, les conflits familiaux vont être mis de côté et on va décider de signer l'Angleterre, la France et la Russie, ce qu'on appellera la Triple Entente. On se retrouve devant deux grands blocs. D'un côté, l'Autriche-Hongrie, l'Italie et l'Allemagne sous la Triple Alliance, et la Triple Alliance qui regroupe la Grande-Bretagne, la France et la Russie. Certains historiens ont souvent décrit la Première Guerre mondiale comme une grande chicane de famille. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les belligérants principaux, les familles royales, ont tous un lien de sang. Donc, la plupart d'eux descendent directement de la reine Victoria d'Angleterre. Donc, sur certaines photos, il est très difficile de reconnaître George V de Nicolas II, et même que certains s'amusaient parfois à inverser leur uniforme militaire respectif. Question d'encore plus mêler les gens, disons. Donc, un mois après l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, on se retrouve dans une impasse. L'Autriche-Hongrie envoie un ultimatum à la Serbie, en fait lui proposant une enquête sur l'assassinat, de comprendre, et des ingérences en fait politiques pour comprendre pourquoi l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand est arrivé. Dans cet ultimatum, on va retrouver environ 9 points, et c'est 9 points que la Serbie ne peut accepter, et l'Autriche-Hongrie en est pleinement consciente. Parmi ces points-là, la Serbie, étonnamment, va tous les accepter, sauf un, qui est celui de l'ingérence politique et policière pour l'enquête sur le meurtre de l'archiduc François Ferdinand. Donc, en refus de cet ultimatum-là, l'Autriche-Hongrie va déclarer la guerre à la Serbie de façon légitime puisqu'ils ont refusé l'ultimatum.
Et c'est à ce moment-là que le jeu des alliances vient tout compliquer la chose. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. La Serbie est un peuple d'origine slave, appuyé par la Russie. Donc, la Russie va venir appuyer la Serbie par affiliation, on dirait, familiale en quelque sorte. Et découle de là tout le système d'alliance. Donc, l'Allemagne va venir appuyer l'Autriche, selon la Triple Alliance, et l'Italie va aussi embarquer de son côté. L'Allemagne n'attendra pas. Dès le 3 juillet, elle va déclarer la guerre à la France et le 4 juillet au matin, elle envahit la France en fait par la Belgique et le Luxembourg, venant un petit peu tout briser la neutralité de la Belgique. En brisant la neutralité de la Belgique, la Grande-Bretagne va se retrouver devant un dilemme où, au début des années 1800, ils avaient négocié un pacte de guerre sur la neutralité, donc qui ne pouvait être bafoué, et la Grande-Bretagne va déclarer la guerre à son tour à l'Allemagne en conséquence de cette neutralité de la Belgique bafouée. Lorsque la Grande-Bretagne déclare la guerre, il faut savoir que c'est son empire au complet qui va suivre. Donc le Canada, l'Inde et les colonies d'Afrique aussi vont entrer en guerre. Donc, en un peu plus d'un mois et demi, tous les belligérants du monde se retrouvent à se déclarer la guerre mutuellement. Une guerre qui va devenir mondiale et qui va s'enliser, où la seule façon de survivre va être de creuser des tranchées. Alors ici, on se trouve devant un présentoir dédié à M. John Jenkin Penhale. En fait, pourquoi ce personnage-là devient intéressant dans l'exposition? C'est que au centre d'archives en fait, de la région de Thetford, on a retrouvé, en fait, on a redécouvert, on pourrait dire, un fonds d'archives essentiellement dédié à cet homme. Qui est John Jenkin Penhale? En fait, John Jenkin Penhale est né en 1866 en Angleterre et il va traverser au Canada vers 1873. Donc, il arrive ici autour de l'âge de 7-8 ans. Et il va s'intéresser en fait de très près au monde minier puisque son père est déjà dans l'industrie minière aux États-Unis ici. Ils vont venir s'installer au Canada au début des années 1880 et dès 1884, donc, on retrouve M. John Jenkin Penhale à la tête de direction de certaines mines dans la région, donc les mines d'amiante. M. Penhale va s'intéresser à l'amiante, aux mines d'or aux États-Unis auxquelles il va aller faire quelques petits voyages, mais vraiment son dada demeure dans les mines d'amiante au point tel où il va développer la première technique d'usinage qui va permettre à M. George Smith, donc George Robert Smith, de développer le premier moulin d'amiante. Le moulin d'amiante va permettre d'extraire l'amiante, va permettre de la transformer et justement d'encourager toute l'industrie de la région de ce minerai. L'implication de M. Penhale au niveau de l'amiante va se faire sentir à plusieurs niveaux. Il va s'intéresser au Canadian Mining Institute, donc l'Institut minier canadien, qui va écrire des livres, des journaux, et il va siéger aussi à titre de conseiller sur ces conseils-là, à titre d'administrateur, pardon. Et il va tellement s'intéresser à ça qu'il va écrire lui-même des articles pour le journal du Canadian Mining Institute et il va développer, ici même au Québec, la branche provinciale du Québec de la Canadian Mining Institute. Il va siéger dessus à titre d'administrateur une fois de plus, aux côtés de M. George Drummond, donc le nom qui a été donné pour la région de Drummondville, donc est issu de ce personnage. Son implication minière, certes, est incontestable, mais aussi une implication sociale. M. Penhale se retrouve dans le St. George Club, dans le Asbestos Club, dans le Sherbrooke Snowshoes Club. On le retrouve dans plusieurs clubs comme ça, autant à Québec, Sherbrooke, Montréal. On le retrouve même dans la Victoria Lodge et même on soupçonne qu'il aurait peut-être été lié à la franc-maçonnerie via le Victoria Lodge. Certes, son implication minière et sociale sont indéniables et il semble même que M. Penhale ait volontairement été de second ordre, donc est resté à l'arrière-plan. On ne le retrouve que très peu dans les livres d'histoire ni dans les documents d'archives, mais tout cela semble volontaire de sa part. La redécouverte de son fonds nous entraîne à se questionner sur quelle est l'importance d'un tel personnage pour une exposition sur le centenaire de la Première Guerre mondiale. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en marge de toute son implication minière, M. John Jenkin Penhale s'intéressait au monde militaire bien avant, et donc on le retrouve dans les forces armées à partir des milieux des années 1890 au sein de l'artillerie canadienne. Donc, il faudrait plutôt dire l'artillerie britannique, puisque nous sommes sous l'Empire britannique. Et donc, on le retrouve dans l'armée et il va gravir les échelons rapidement au point où, à la veille de la Première Guerre mondiale, donc en 1914, il s'embarque à titre de lieutenant-colonel de la première division d'approvisionnement canadienne. Donc, il part avec le premier contingent en 1914 et il va en fait rester à la guerre jusqu'en 1919. Il va même revenir après la fin du conflit. C'est donc à titre de lieutenant-colonel qu'il gère la première division d'approvisionnement canadienne de 1914 à 1919.
en ce qui concerne la Première Guerre mondiale, puisque M. Penneil va partir dans le premier contingent, mais il va aussi revenir après la fin des hostilités. Il va voyager là-bas, il va se promener. Il va aussi parfaire, je dirais, ses correspondances minières, puisque tout le minier n'est pas abandonné durant le conflit. On continue à gérer aussi l'aspect régional minier ici. Donc, M. Penneil va gérer la première division de l'approvisionnement. En quoi ça consiste? Ça consiste en fait à être le maître de l'approvisionnement, je dirais, puisque lieutenant-colonel est la plus haute distinction qu'on peut donner pour gérer cette unité-là. Il va consigner sur papier ce qu'on appelait les daily orders, donc les documents qu'on retrouve dans son fonds d'archives, qui sont en quelque sorte ses ordres journaliers où il note qui part au front, qui revient, et dans son unité, bien entendu, et aussi tout l'approvisionnement, donc le nombre de munitions qui sont utilisées et le nombre qui reste. M. Penneil aussi, avec le grade de lieutenant-colonel, il va siéger au sein de la cour martiale et non seulement son grade va lui permettre de peut-être protéger certaines personnes, mais il va aussi permettre de peut-être, en fait, je dirais, sauver la peau de certains, puisque certains déserteurs ayant passé sous son jugement, il a été plutôt clément à leur égard et a offert souvent des emprisonnements plutôt que la peine de mort, ce qui était généralement le cas pour le désertement. Comme la plupart des soldats, John Jenkin Penneil va traverser l'Atlantique à bord du SS Mégantic. Le SS Mégantic est l'un des 30 navires à transporter les soldats du Canada vers l'Angleterre, puisque de l'Angleterre, ils rembarqueront sur un nouveau bateau en direction de la France pour aller directement au front. Pourquoi s'intéresse-t-on au SS Mégantic? Certains ouvrages vont dire que le SS Mégantic tire son nom de lac Mégantic. Personnellement, et j'y crois, on dirait plutôt qu'il vient de comté de Mégantic, puisqu'on parle que le bateau a été, en fait, la construction a été demandée en 1908 et il sera lancé en 1909. Donc, à cette époque-là, le lac Mégantic était quand même plus petit par rapport au comté de Mégantic. Ça reste une hypothèse, mais tout de même, le bateau reste intéressant pour la région. Le SS Mégantic va transporter, comme je disais, M. John Jenkin Penneil, donc il transporte le lieutenant-colonel de l'approvisionnement canadien, ainsi que tout le premier contingent canadien. Le SS Mégantic, en fait, c'est un bateau qui a été commandé par la Dominion Line à la fin des années 1800. Pourquoi il est commandé? Il est commandé sous un autre nom. Il va être commandé sous le nom du bateau l'Albini et on va changer le nom pour le Mégantic. Pourquoi SS? Le SS, c'est pour Steamship, donc c'est un bateau à vapeur, ou même parfois on va dire le RMS pour le Royal Mail Ship, donc le bateau royal messager en quelque sorte. Ce bateau-là, en fait, peut transporter environ 1600 personnes, ce qui est quand même pas rien. Et à la base, le bateau est utilisé pour des croisières entre Liverpool et le Canada, donc directement l'Angleterre et le Canada. Il va être utilisé aussi par la suite pour des croisières le long de la côte est des États-Unis vers les Caraïbes. Et une anecdote intéressante, Sir Arthur Conan Doyle, donc le créateur de Sherlock Holmes, aurait navigué à bord du SS Mégantic pour revenir à Montréal de Liverpool. Si la traversée à bord du bateau peut sembler être un moment de détente, il n'en est pas question pour les soldats. Les soldats sont constamment soumis à des exercices sur les ponts, exercices de carabine, exercices de marche. Donc, on va les maintenir constamment alertes, alors que pour les officiers, il y en a tout autre chose. Parties de tennis, concerts, jeux de cartes. Les officiers se la coulent un petit peu plus douce sur le navire. Il faut savoir que le bateau SS Mégantic a aussi échappé à une attaque de U-boat allemand. Le U-boat allemand était ces sous-marins allemands qui naviguaient dans les eaux pour couler justement les navires de transport, les navires de soldats. Donc, en février 1917, le SS Mégantic va échapper à une attaque de U-boat. Bien qu'abîmé, il va réussir à se rendre à bon port et il va survivre, contrairement à son bateau jumeau, le Laurentic, qui, lui, a été coulé en janvier 1917 par une mine. Donc, le SS Mégantic, bien qu'abîmé par le U-boat, va se rendre à bon port et va nécessiter plusieurs réparations. En fait, on disait que les bateaux provenaient de la compagnie Dominion Line et avec les déboires économiques et financiers de la compagnie, ils vont être transférés à la White Star Line. Si la White Star Line vous dit quelque chose, c'est parce que sûrement vous avez entendu parler du Titanic, ce fameux navire coulé en 1912. Eh bien, le Mégantic, le Laurentic et tout ce qu'on appelait ces sister ships, donc ces bateaux jumeaux, proviennent de cette même compagnie, donc la White Star Line. L'enthousiasme de partir à la guerre et la frénésie, en fait, de défendre le drapeau britannique, sa patrie, est très motivé au début. Donc, on part à la guerre, on a l'idée qu'on va partir pour une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois. On se dit quelques mois, c'est réglé. Même souvent, on faisait à la joke,
on part 2-3 mois, on va donner 2-3 coups de bâton aux Allemands, on revient, ça va être gagné, un peu comme les batailles avaient lieu à la fin des années 1800. On va vraiment frapper un mur, puisqu'en 1914, les gens croyaient revenir pour Noël fêter avec la famille. À la fin de décembre 1914, on se retrouve devant une armée britannique épuisée sur le front sud d'Ypres, épuisée non seulement pour avoir participé à la première bataille d'Ypres, mais épuisée aussi par les conditions dans les tranchées. Il faut savoir que dans les tranchées, comme on est dans un point très, très bas, l'eau a une facilité à s'accumuler. Donc, on creuse, mais l'eau ne peut pas l'eau ne peut pas sortir des tranchées. Le tout mélangé à l'hiver, donc un petit froid, un peu de neige, va amener une espèce de lot de boue et des conditions totalement insalubres dans les tranchées. Une des particularités de ce secteur, donc le secteur de Ypres et en Flandre française, est la proximité entre les deux lignes ennemies. En fait, souvent dans les archives, on va raconter qu'on ne peut pas voir l'ennemi, mais on l'entend très bien. On l'entend et même on raconte des fois qu'on peut sentir la cuisine ennemie. Donc c'est un petit peu particulier cette proximité-là. Et même si on est tout près, on ne se voit pas, une simple tête sortie d'une tranchée et souvent les tireurs d'élite sont assez à l'affût pour créer, je dirais, même des massacres. Donc les attaques sont limitées, mais très meurtrières. Mais en décembre 1914, donc plus précisément le 24 décembre 1914, certaines trêves spontanées vont arriver à la grandeur du front sur ce secteur-là, donc le secteur d'Ypres et en Flandre française. Ce n'est pas unanime à l'ensemble des fronts de la Première Guerre mondiale, mais il y a certains endroits où les Allemands vont commencer à ériger, en fait, à installer des sapins de Noël sur le bord des tranchées. On va mettre des lumières et on va commencer à chantonner des chansons. Ce que ça va faire comme réflexe, c'est que les soldats britanniques et les soldats allemands vont commencer à venir fraterniser sur le No Man's Land. Le No Man's Land étant la portion entre deux tranchées, donc deux tranchées ennemies, où on ne va pas généralement, où il y a des fibres barbelés. On va monter sur le No Man's Land, on va commencer à échanger des cadeaux, étui-cigarettes, des cigarettes, de la nourriture, de l'art qu'on a pu faire avec des couteaux, du bois. En fait, on échange toutes sortes de cadeaux. Et cette fraternité-là est à tel point que certains officiers vont s'inquiéter et on va même ordonner le bombardement sélectif de certains No Man's Land. C'est-à-dire que l'artillerie va tirer sur le No Man's Land, non pas pour tuer ses soldats ni les soldats ennemis, mais pour distancer ces groupes et cette fraternité. Pourquoi on veut faire ça? En fait, c'est très simple. S'il y a trop de fraternité, on s'imagine que le lendemain ou une semaine après, les gens voudront plus se tirer dessus et il va être difficile de sortir dans les tranchées et de faire sortir les soldats des tranchées pour mener des attaques contre l'ennemi. Donc, cette trêve de Noël est très particulière. Il y a même un film qui a été produit sur la question, Joyeux Noël, qui relève un peu justement l'idée de cette trêve spontanée en 1914. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des échos de cet événement assez particulier? C'est que des photos ont été prises et des photos ont été envoyées à la presse de Londres. La plupart n'ont pas passé la censure, malheureusement, mais certaines ont réussi à se rendre et quelques photos subsistent encore aujourd'hui où on voit des soldats allemands d'un côté et de l'autre part des soldats britanniques fraternisés, un peu particulièrement en plein conflit, en pleine guerre. Donc, comme on disait, c'est peut-être une grande chicane de famille, mais le soldat ne se sent pas nécessairement touché par ce conflit, au point où il va même jusqu'à serrer la main de son ennemi dans le temps de Noël, ce qui démontre un petit peu l'aspect illogique de ce conflit. Le 26 décembre 1914. Mes chers parents, encore 36 heures de tranchées de fête, mais celles-ci se sont passées dans des conditions particulières que je vais vous raconter. Nous étions cette fois à 25 mètres des tranchées allemandes, que nous distinguions très nettement. Ceux que nous relevions nous dirent « Depuis 36 heures que nous sommes là, et ils n'ont pas tiré un seul coup de fusil pour ne pas être ennuyés par une fusillade inutile. » C'était censément un accord entre nous et eux. Dans la journée, j'avais entendu dire qu'ils nous avaient causé, échangé des journaux, des cigarettes même. Je ne voulais pas le croire tant que je n'aurais pas eu la preuve par moi-même. Au jour, je risque vivement un œil par-dessus la tranchée, énardi par le calme qui régnait des deux côtés. Je recommence à regarder plus attentivement. À mon grand étonnement, j'aperçois un Bavarois, car ce sont eux qui étaient en face de nous, sortir de sa tranchée. Aller au-devant des nôtres qui lui aussi avaient quitté la sienne pour échanger des journaux et une solide poignée de main. Le fait se renouvela plusieurs fois dans le courant du jour.
Un Alsacien qui se trouvait tout près de nous échangea avec eux une courte conversation par laquelle les Bavarois lui apprirent qu'ils ne voulaient plus tirer de coups de fusil, qu'ils étaient toujours en première ligne et qu'ils en avaient assez. Ils nous ont prévenus qu'ils seraient bientôt relevés par les Prussiens et qu'alors il faudrait faire bien attention, mais qu'avec eux, il n'y avait rien à craindre. En effet, ça fait 4 jours qu'à 25 mètres l'un de l'autre, ils ne s'est pas échangé un seul coup de fusil. Nous étions amis des deux côtés, bien sincères, et quand notre artillerie tirait sur leur ligne, nous étions ennuyés pour eux, et s'il avait fallu aller à l'assaut de leurs tranchées, je ne sais pas ce qui serait passé. Dans la dernière attaque que nous avions faite, une vingtaine de nos morts sont restés, à quelques pas de leurs tranchées. Très poliment, un officier nous invita à aller les chercher, et que nous pouvions être certains. Nous avons refusé. Ils ont soigné nos blessés sans les faire prisonniers, l'un d'eux soigné pendant 5 jours. Vers le soir, c'était le 24, un Bavarois remit une lettre que notre capitaine conserve précieusement. Elle était conçue ainsi, autant que je m'en rappelle. Chers camarades, c'est demain Noël, nous voulons la paix. Vous n'êtes pas nos ennemis, ils sont de l'autre côté, probablement les Anglais. Nous admirons la grande nation française, vivre la France, bien des salutations, signé les Bavarois, dit les barbares. La nuit vient interrompre nos échanges amicaux et minuit approche. Tout à coup, tout près de nous, on entend chanter au son de flûte et d'harmonium. C'était les Bavarois qui fêtaient Noël, quelle impression! D'un côté, des chants religieux, de l'autre, la fusillade. Et tout ça sous un beau clair de lune en plein champ, tout recouvert de neige. Quand elle eurent fini, nous poussâmes des « Hurrah! Hurrah !» À notre tour, le capitaine, le premier, nous entendâmes d'une seule voix « Minuit chrétien », puis « Il est né le divin enfant ». Ils nous écoutèrent, puis eux poussèrent des applaudissements et des bravos. Enfin, 3 qui savaient très bien l'allemand chantèrent 2 cantiques en chœur avec les Bavarois. On m'aurait raconté cela, je ne l'aurais pas cru. Mais les faits sont là, et ils se produisent un peu partout, mais malheureusement, ne serviront à rien. Cette lettre vous parviendra peut-être l'année prochaine. Dans cette circonstance, je m'empresse de vous offrir mes meilleurs vœux pour 1915. J'espère que cette année constituera tout ce que 1914 a détruit. Bonheur, foyer et espérance. Et qu'elle apporte la paix, le travail et la récompense tant méritée que les sacrifices que cette guerre nous a forcés à faire. J'aurais voulu vous écrire hier, mais nous avons été obligés d'aller nous réfugier dans la cave à cause des percutants qui tombaient dans Villiers-au-Bois, petit pays où nous nous reposons avant d'aller aux tranchées. Merci encore de toutes vos bontés. Recevez, mes chers parents, mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour la nouvelle année et le plus sincère baiser, votre fils qui vous aime, et c'est signé Marcel de Cobert. Un élément intéressant dans l'exposition est cette petite boîte qui peut paraître tout à fait anodine, en lien avec justement ce Noël de 1914. Cette boîte représente en fait la boîte de la princesse Mary. La princesse Mary, fille du roi d'Angleterre, donc George V. Et lors du Noël 1914, la princesse Mary a eu la brillante idée, en fait, et il tenait absolument, elle voulait offrir un cadeau personnel à chaque soldat de l'Empire britannique. Donc c'est pour ça que sur la petite boîte, donc on retrouve le visage de la princesse Mary, donc en profil. On retrouve aussi le nom des alliés, donc la France, la Belgique, l'Empire britannique, bien évidemment, le Japon, la Russie, et on retrouve aussi la Serbie et Monténégro. Donc, on retrouve sur cette boîte-là, dans le fond, l'ensemble des alliés britanniques et l'ensemble de ce qu'on appelait aussi la Triple Entente. Et ce qui est intéressant, c'est que la princesse voulait elle-même, en fait, payer l'ensemble de l'envoi de l'expédition de cette boîte-là de sa propre poche. Heureusement pour elle, les gens l'ont convaincue du contraire. On dit non, vous devez plutôt faire une levée de fonds pour ça, puisque le coût a été astronomique. En fait, probablement qu'ils auraient pu ruiner la famille royale à seulement envoyer des boîtes aux soldats canadiens, mais de l'Empire britannique. Comme vous savez, il y a plusieurs, je n'ai pas le nombre exact, mais on a plusieurs soldats. Si on parle au Canada, on parle ici d'environ 600 000 soldats qui sont allés en tout. Mais en 1914, la princesse Mary décide d'offrir une boîte. Non seulement c'est une petite boîte qui ici semble vide, mais j'aimerais bien plutôt vous faire la lecture de son contenu complet, puisque la boîte a évolué selon le besoin. La princesse Mary, fille de roi George V, eut l'idée d'offrir à chaque soldat défendant le drapeau de l'Empire britannique une petite boîte contenant
du tabac, des cigarettes, une pipe, un briquet, une carte de vœux et une photo de la princesse. Les non-fumeurs furent rapidement pris en compte et pour eux, il était convenu de donner des bonbons à la place du tabac, un nécessaire de correspondance, la carte et la photo. Pour les militaires dits ethniques, donc les Gourkhas, allaient recevoir la même chose que les soldats britanniques. Les Indiens, donc les Sikhs, des bonbons et une boîte d'épices. Les infirmières, quant à elles, allaient recevoir la boîte de chocolat et la carte.